Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On m'entend bien, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, merci aux rencontres d'Apamé de m'avoir invité. Merci à mon ami Pascal Legerie de cette invitation. Je crains un peu que la manière même dont il m'a présenté pose de telles exigences que je crains d'être un peu inégal disons, aux valeurs telles qu'il me les a donc attribuées. Merci à la librairie La Verticale et merci au cinéma Rex donc de la projection du film. Alors écoutez, pour faire vite et pour faire simple, comme j'ai l'habitude de le dire, la question que je viens de vous poser ce soir, est-ce que nous ne sommes pas en train, aujourd'hui, de nous transformer en nouveaux esclaves de la modernité, c'est-à-dire un esclave des instruments que nous avons fabriqués pour nous servir et dont de plus en plus nous sommes amenés à les servir. Il suffit de penser à tous les programmes informatiques dans lesquels vous mettez le petit doigt et qui vous conduisent, on ne sait jamais trop où, mais d'une manière tout à fait impérative, impérieuse, auquel il est très difficile d'échapper. Alors bien sûr, ça n'est pas la faute des nouvelles technologies, ça je crois qu'il faut que nous soyons très clairs là-dessus, mais c'est l'usage social et politique qui en est fait. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, si vous voulez, c'est finalement de savoir si, une nouvelle fois dans l'histoire de l'humanité, ce qui pouvait constituer potentiellement, je dirais, des supports d'émancipation, l'imprimerie, toute, si vous voulez, la technique, toute l'importance des machines au XIXe siècle, etc., on peut développer tout cela, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que toutes ces techniques, toutes ces inventions, dont la vocation principale était de nous émanciper, notamment des contraintes de la nature, par exemple, par la technique, comment se fait-il que cela se transforme en instrument, en fabrique de servitude? Je crois que c'est un point qui est, pour moi en tout cas, extrêmement important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, vous voyez, que, à partir de ce diagnostic clinique qui peut vous sembler péjoratif, mais j'ai informé Pascal que je serais pessimiste pendant un temps de la conférence, mais optimiste pendant un autre temps. L'optimisme nous viendra du côté, bien sûr, de l'art, de la création, n'est-ce pas, et aussi de la politique, mais ça, nous en reparlerons. Comment se fait-il, si vous voulez, que, aujourd'hui, nous soyons pris, placés, alignés dans ce que le philosophe Gilles Deleuze appelait des autoroutes de servitude, dont il est de plus en plus difficile de s'émanciper, dont il est difficile de se soustraire. Alors, pour baliser le champ de mon intervention, j'ai de très mauvaises habitudes universitaires, c'est de citer. Donc, je commencerai par un certain nombre de citations. Je vous proposerai d'abord 3 citations extrêmement pessimistes, si j'ose dire, et puis une citation optimiste. La première citation, elle est de Bertolt Brecht, qui écrit « Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. » Vous avez à peu près la même chose chez la Boétie, dans le discours sur la servitude volontaire. La deuxième citation est du psychanalyste Jacques Lacan, personne n'est parfait, Lacan ayant lu d'une certaine manière Marx, qui dit « Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. » Et là, je vais insister très fortement sur ce point. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de nos métiers, dans l'ensemble de nos professions, nous nous trouvons impactés par un processus de prolétarisation. Un processus de prolétarisation qui s'appuie notamment sur le taylorisme, un taylorisme qui a été considérablement amplifié par justement la technique et les dernières techniques et les nouvelles technologies. Alors, je voudrais d'abord vous faire entendre ce que j'entends par prolétarisation, à la suite notamment de Lacan.
Le prolétaire, ce n'est pas celui qui est pauvre, simplement. Le prolétaire, c'est celui dont on a confisqué la capacité de penser et de décider. C'est celui dont on a confisqué le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La philosophe Simone Veil, celle que Sartre appelait la Vierge rouge, disait que tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine. Vous voyez, c'est là où réside la prolétarisation. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se produit dans l'ensemble des métiers, c'est-à-dire que nous subissons, si vous voulez, n'est-ce pas, la transformation de nos métiers par l'impact de protocoles standardisés, par l'impact d'une évaluation purement quantitative de nos actes, au point que nous sommes entièrement absorbés par ce qu'on appelle la rationalité logistique, en perdant de vue la finalité de nos métiers. Je fais vite, je fais simple, je vais vous donner des exemples très concrets, pour ne pas être trop abstrait, n'est-ce pas ? Vous êtes enseignant en classe terminale. Votre travail d'enseignant, c'est d'amener les élèves à s'intéresser, à goûter aux connaissances, à former leur esprit critique citoyen, etc. Ça, c'est finalement ce pourquoi vous, enseignants, vous vous êtes lancés dans le métier pour transmettre des valeurs, pour transmettre, si vous voulez, du savoir, pour transmettre des connaissances. Et en lieu et place de cette manière de penser le métier, vous vous trouvez assigné à devoir produire un certain nombre de mentions bien ou de mentions très bien au baccalauréat, faute de quoi vous allez être évalué comme un mauvais enseignant. Et donc vous allez en même temps déterminer chez vos élèves non pas le désir d'apprendre, non pas le désir de trouver les moyens d'acquérir le savoir qui répondent à leurs besoins, mais vous allez déterminer chez vos élèves ce qu'on appelle un habitus, une manière de penser, une manière d'agir, qui est la stratégie d'obtenir des normes, des notes performantes. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait autre chose. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes psy, vous êtes soignant. Vous avez fait ce travail pour prendre soin de l'humain. Et puis vous voyez débarquer une rationalité budgétaire qui transforme complètement votre métier et qui, par exemple, à l'hôpital, va s'appeler la tarification à l'acte. Et à partir de ce moment-là, ce qui va compter, ce qui va avoir de valeur, c'est ce qui peut se convertir à un indicateur quantitatif de vos actes. Et donc, par exemple, la parole de réassurance du patient, l'écoute du patient, l'histoire du patient, ça n'a pas de valeur, ça n'apparaît pas, ça n'a pas de visibilité sociale. Et donc, tout votre travail va être modifié. Alors, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, on peut développer. Vous prenez, par exemple, les journalistes. On peut dire que c'est l'exemple le plus probant. Eh bien, les journalistes, ce qui va compter, c'est pas du tout... Il m'arrive de passer de temps à autre, n'est-ce pas, sur des radios, à la télé ou dans des journaux et autres. Ce qui va compter, c'est pas du tout ce que je peux avoir d'intelligent à dire ou pas, d'ailleurs. C'est pas ça. C'est pas du tout d'avoir eu un impact sur les personnes et les amener à réfléchir, voire à critiquer ce que je dis. C'est pas ça. Ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle la logique d'audimat. C'est-à-dire le nombre de lecteurs, le nombre de spectateurs, le nombre d'auditeurs. Ce qui va compter, c'est le nombre d'émissions podcastées. Et donc à ce moment-là, vous réduisez la valeur, si vous voulez, la valeur en quelque sorte de l'acte du métier, vous la réduisez à un indicateur quantitatif de performance. Or, la logique de l'audimat, ça veut dire que par exemple, la télévision berlusconienne, dans la mesure où elle va attirer davantage de spectateurs que la RAI, la télévision publique, va avoir plus de valeur. Le problème majeur, il est là. Or, c'est l'ensemble des métiers qui est impacté par cette manière de penser. Bien sûr, cela, n'est-ce pas, opère par le truchement d'une financiarisation de l'économie. Mais la financiarisation de l'économie ne serait pas forcément, si vous voulez, une chose terrifiante si elle concernait que l'économie. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle ne concerne pas que l'économie. Elle concerne l'organisation sociale, elle concerne l'organisation mentale, elle concerne l'organisation dans les rapports des uns et des autres, ce qu'on appelle le sujet éthique. Pour faire vite et pour faire simple également, je vous ai parlé du taylorisme. Souvenez-vous, l'organisation scientifique du travail, c'est une horreur, l'organisation scientifique du travail. Pourquoi ? Parce qu'on dépossède l'ouvrier
de la dimension œuvrière de son travail, artisanale de son travail. Il abandonne sa possibilité de créer, sa possibilité d'ajuster en quelque sorte à des situations singulières et concrètes ce qu'il doit faire. Il abandonne son être, son savoir, son savoir-faire, en échange de se soumettre à des prescriptions qui lui sont données par des experts qu'on appelait des observateurs à l'époque, etc. Aujourd'hui, c'est le règne des experts, qui sont les observateurs et les chronomètres du temps de Taylor, 1911. Bon. C'est un point qui est extrêmement important. C'est un point qui est extrêmement important parce que, si vous voulez, ce qui se produit là, c'est une déshumanisation de l'acte de travail. Vous prenez Taylor. Eh bien, il va de soi que ces observateurs vont observer quels sont les actes segmentés, standardisés que les ouvriers doivent faire pour accroître le rendement individuel. Et donc, ils doivent en quelque sorte faire l'impasse sur leur être, sur leur pensée, sur leurs décisions. Ils ne sont plus que soumis en quelque sorte à la machine, que cette machine soit matérielle ou que cette machine soit, si vous voulez, immatérielle, comme par exemple, encore une fois, les protocoles, les règles de bonne pratique, etc. C'est un point important. Souvenez-vous des temps modernes de Charlot, souvenez-vous, n'est-ce pas, de Chaplin. Chaplin est sur une chaîne de production automatique de pièces métalliques, il fait le même geste, à toute vitesse. Il n'est plus rien d'autre que ce geste qu'il doit faire, qu'il doit exécuter, qui lui a été prescrit. Mais ce geste n'est pas qu'un geste professionnel, dans la mesure où, si vous vous souvenez, lorsqu'il sort dans la rue, il va visser la poitrine des femmes et finalement, dans un troisième temps, il passe dans la machine dont il devient un rouage. Eh bien, la taylorisation, elle est là. Elle est la dépossession, si vous voulez, de notre capacité à penser, à décider, à œuvrer. Or, c'est un point qui est extrêmement important, car, comme le disait le jeune Marx, le Marx des manuscrits de 1840, le Marx hegelien, ce n'est pas le Marx du Capital, c'est le premier Marx de l'aliénation, pour aller très vite, comme il disait, quand on produit, on ne produit pas que des biens et des services, on se produit en produisant. Et en se produisant, on produit un type d'humanité. Donc aujourd'hui, cette taylorisation généralisée qui, encore une fois, impacte l'ensemble des métiers, l'ensemble des professions, n'est-ce pas ? Eh bien, elle produit un certain type d'humanité. Et j'y reviendrai, elle produit ce qu'on pourrait appeler une figure anthropologique qu'on va appeler l'homme computationnel, l'homme calculateur, l'homme identifié à la machine. Alors, par exemple, on voit très bien, au niveau, si vous voulez, des enseignants, les conceptions, par exemple, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, dont je dirai le nom, puisque je m'abstiendrai de tout argument politique, bien évidemment, mais l'ancien ministre de l'Éducation nationale, il considérait que l'élève n'était rien d'autre qu'un logiciel d'apprentissage, et que c'était naturel, n'est-ce pas, que l'élève soit un logiciel d'apprentissage, puisqu'il avait déjà en lui-même un ordinateur naturel qui était son cerveau, et que pour faire cela, on avait besoin des neurosciences cognitives, et il y avait un professeur du Collège de France en neurosciences cognitives qui expliquait, sans en avoir lui-même le métier, c'est ça qui est très important, qui expliquait aux professionnels ce qu'ils devaient faire pour pouvoir permettre à ce logiciel d'apprentissage qui était l'élève d'acquérir le maximum de compétences. Il y a là quelque chose qui pour moi est monstrueux. Il y a là quelque chose qui est monstrueux parce que, si vous voulez, l'élève, il va aussi apprendre les mathématiques, il va aussi apprendre la physique, n'est-ce pas, en jouant. Il va aussi apprendre les mathématiques et la physique avec la poésie. Il va aussi apprendre les mathématiques et la physique avec la philosophie. Il faut être vraiment très ignorant, comme le sont parfois les scientistes, pour ne pas prendre la mesure, par exemple, de l'apport que la philosophie de Kierkegaard a apporté à un des grands chercheurs de la physique quantique, n'est-ce pas, qui est Niels Bohr. Voyez, ou par exemple l'importance que pouvait avoir la poésie pour Einstein ou pour d'autres penseurs. Donc, encore une fois, et peut-être que déjà j'anticipe un peu sur la fin, alors que je n'ai même pas commencé, n'est-ce pas ? Eh bien, il va de soi qu'il ne s'agit pas de supprimer les mathématiques, de supprimer la physique, de supprimer la technique, de supprimer l'économie. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'accepter la complexité du vivant qui requiert une créolisation des savoirs qui en rendent compte.
Et je crois que c'est ce point qui est extrêmement important. Alors, tu as évoqué, et je t'en remercie, Pascal, l'appel des appels. L'appel des appels, c'est ça. C'est à un moment donné, fin 2008, début 2009, n'est-ce pas, un texte qui dit « Nous n'arrivons plus à faire notre métier ». C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, sous l'impact de techniques de management, sous l'exigence de règles de fonctionnement telles que nous ne pouvons plus faire nos métiers. Ce qui compte à l'hôpital, ça ne devait plus être le chef de service, qui parfois, n'est-ce pas, avait des comportements un peu féodaux. Ce n'était pas l'idéal. On a connu cet hôpital-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est le directeur de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une mainmise de la technocratie gestionnaire sur l'ensemble des métiers. C'est ça la rationalité logistique. C'est-à-dire qu'on vous explique que vous sollicitez beaucoup trop les infirmières qui font des heures complémentaires, que ça coûte cher, que vous allez faire exploser le budget du pôle. Là est le problème, vous voyez. Et je crois qu'il faut bien entendre que ça n'est plus, du coup, ça n'est plus le problème des ouvriers comme du temps de Taylor, ce n'est plus le problème des employés comme ça a été décrit par Krakauer dans les années 1920-1930. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des métiers. Et là, il y a une violence qui fait que les professionnels perdent le sens de leur métier. Et perdant le sens de leur métier, ils perdent le sens de leur existence. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Hannah Arendt, nous sommes dans une société où le travail est un organisateur social. D'où d'ailleurs la terrible souffrance de travailleurs sans travail dans une société entièrement organisée par le travail. Et donc là, il y a une violence extrêmement importante. Alors, ceci est d'autant plus aigu aujourd'hui, et je pense que nous aurons peut-être l'occasion d'en parler si nous parlons d'un certain nombre de points concernant justement les sociétés disciplinaires et les sociétés de contrôle. Aujourd'hui, nous ne sommes plus tout à fait dans les sociétés telles qu'elles ont été analysées, décrites par Michel Foucault, si vous voulez, qui rendaient parfaitement compte des sociétés telles qu'elles sont émergées dans la deuxième moitié du 19e, au moment de la deuxième révolution industrielle, telles qu'elles se sont épanouies au cours du 20e, qui étaient des sociétés disciplinaires où finalement pour faire vite et pour faire simple, on enfermait les individus dans des institutions, ces institutions étant la prison, l'hôpital, l'école, la famille, etc. Et on leur apprenait à penser et à agir d'une certaine manière au regard des exigences sociales et économiques qui étaient donc celles de cette époque-là. Ça a été parfaitement analysé par Foucault, et encore une fois, l'œuvre de Foucault est pour moi tout à fait précieuse, extrêmement importante. Il montre bien l'extension sociale de la norme qui fait qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, on va normaliser les populations. Il y a une normalisation sociale qui s'impose. Qu'est-ce que c'est la norme ? C'est facile à comprendre. Canguilhem en a donné une définition extraordinaire. Canguilhem, c'était pas un gauchiste. Canguilhem, c'était un homme plutôt centre-droit, était médecin, philosophe, résistant. Il dit la norme, c'est quoi ? C'est la somme des exigences qu'on impose à une existence. C'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. Voilà. La normalisation, elle est là. Cette normalisation, encore une fois, elle opérait par le relais et le truchement de toutes ces institutions disciplinaires dont je vous ai parlé. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif, puisque en même temps, les individus souhaitent qu'on leur apprenne à pouvoir paraître dans l'espace social. Là, aujourd'hui, ça bascule. Et c'est pour ça que la crise est importante. Elle est importante politiquement, elle est importante socialement, elle est importante psychologiquement. Elle explique notamment, par exemple, l'émergence et la multiplication des suicides dans certaines professions qui ne les avaient pas connues jusque-là, par exemple les internes à médecine, etc. Et si vous voulez, nous quittons aujourd'hui ces territoires, pourrait-on dire, disciplinaires. Pourquoi ? Parce que finalement, pour discipliner les individus, eh bien, on n'a plus besoin de les enfermer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont séquestrés partout. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, je cherche une définition des sociétés de contrôle par Deleuze, les nouvelles technologies, elles permettent justement, vous voyez, de ne pas avoir à enfermer des gens dans une usine ou dans un bureau ou dans un laboratoire de recherche, puisque déjà, avec le télétravail et autres, ils sont partout en train de produire et ils sont partout surveillés.
Et c'est ce point qui est extrêmement important. De la même manière, au niveau de l'enseignement, vous le voyez de plus en plus, n'est-ce pas, les examens constituaient avant le moment, pourrait-on dire, d'affranchissement de l'élève qui était en quelque sorte libéré de ses obligations de savoir. Aujourd'hui, c'est en permanence qu'il faut une certification diverse et variée et de contrôle de différents moyens. Il y a quelque chose qui est en train de basculer. Alors, pour essayer de bien faire entendre, parce que je n'ai pas encore commencé, pour bien essayer de vous faire entendre ce que je veux dire, n'est-ce pas, par justement ce basculement. C'est important parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux épidémies aussi. N'est-ce pas, ce basculement, si vous voulez, des sociétés disciplinaires vers nos sociétés qui sont des sociétés de contrôle, dont Deleuze nous dit, vous savez, sur les autoroutes, bien sûr les autoroutes, c'est pas fait pour contrôler les gens. Mais pourtant, les autoroutes, c'est exactement le paradigme où on peut, en quelque sorte, sans avoir enfermé les gens, les suivre en permanence, les contrôler, les surveiller et les normaliser. Et c'est un peu ça, c'est cette société-là dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et Deleuze écrit, nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école, d'hôpital. Ces institutions sont en crise. Mais si elles sont en crise, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. On essaie de nous faire croire à une réforme de l'école alors que c'est une liquidation. C'est un point qui est extrêmement important et qui peut vous expliquer qu'aujourd'hui s'opère une espèce de déterritorialisation de tous ces lieux. C'est-à-dire que ce sera plutôt l'hospitalisation à domicile, ce sera plutôt l'accompagnement quasiment à vie d'individus à risque, etc., plutôt que l'enfermement. Ce sera plutôt le bracelet électronique que la prison, etc. Et quelque chose change et qui est permis justement, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début, qui est permis par ces nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui de contrôler en permanence, de surveiller, de normaliser, de corriger, de redresser les individus sans avoir à les enfermer. Je veux dire, il laisse des traces numériques. Et ces traces numériques, regardez, vous allez sur Internet, vous allez vous renseigner pour savoir Pamiers, il y a combien d'habitants? Je regarde sur Internet, et j'ai la réponse. Bon, tu me l'avais donné avant, mais bon, etc. Qu'est-ce qu'on produit à Pamiers? Bon, mais en même temps, je laisse mes pas numériques, je laisse mes traces numériques qui sont stockées. Elles sont extraites, stockées, traitées et revendues par des puissances qui sont des puissances commerciales, mais qui sont aussi des puissances politiques. En Chine, par exemple, vous avez un permis social à point. Vous savez, vous et moi, nous avons un permis à points pour conduire, et lorsque nous avons des infractions, on nous retire des points. Eh bien, en Chine, n'est-ce pas, vous avez la première dictature numérique qui a réussi son coup, puisque chaque Chinois reçoit quelque chose comme l'ordre de 800 ou 900 points, je ne sais plus, et chaque fois qu'il y a une anomalie de comportement, je ne parle pas de délit, je ne parle pas de crime, mais d'incivilité pour aller vite, n'est-ce pas? Il va traverser au feu rouge, il ne ramasse pas les crottes du chien, alors s'il critique le Parti communiste chinois, alors l'attaque c'est vraiment la totale, mais on lui enlève des points. Et il y a un moment où il atteint un seuil où il n'a plus le droit de voyager. Il n'a plus le droit de réserver des hôtels à l'étranger. Il n'a plus le droit de prendre certains moyens de transport, il n'a plus le droit d'accéder à certains établissements universitaires, il n'a plus le droit d'accéder à certaines, si vous voulez, à certains organismes de soins et autres, et il n'a plus le droit pour les entreprises à certains marchés publics. Donc il faut bien voir qu'il y a donc, vous voyez ce que je voudrais essayer de vous faire entendre, c'est qu'il y a donc la possibilité aujourd'hui, à notre insu, d'une dérive vers une espèce, allez, n'ayons pas peur du mot, de technofascisme. Ce mot, il avait été employé par Pasolini, il a été employé par Ivan Illich, et il est assez juste. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est pas un parti, c'est pas des individus, c'est la technique. Jacques Ellul, qui n'était pas très loin d'ici, il était à Bordeaux, Jacques Ellul a énormément travaillé, il nous a laissé une œuvre considérable là-dessus. La technique, le système technicien en lui-même peut être amené à prescrire aux humains la manière dont ils doivent se comporter, dont ils doivent se conduire. Alors, si vous me permettez, j'enlève ma veste parce qu'il fait vraiment chaud. Tout ça, merci Pascal. Tout ça passe justement par une société qui va mettre le paquet
sur les systèmes d'information. Et je vous donne une autre citation. À un premier temps, elle est de Deleuze, à un premier temps, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués. Ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. C'est un point important parce que notre démocratie, enfin la démocratie, vous prenez toute la fantastique de Claude Lefort sur l'invention de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie est cette idée extraordinaire, si vous voulez, que finalement ce qui est bon pour la cité n'est pas inscrit dans des textes religieux, n'est pas inscrit, si vous voulez, en amont dans la mémoire des ancêtres, n'est pas inscrit dans les rites ou la conformité à certains tabous ou à certaines institutions. Non, ce qui est bon pour la cité, nous ne savons pas ce qui est bon pour la cité. Et donc, ce n'est pas en amont, n'est-ce pas, d'un débat, c'est en aval. C'est-à-dire que cela présuppose que l'invention de la démocratie, c'est un gouvernement par la parole dialogique où on peut s'opposer sans s'exterminer. Et qu'il est donc extrêmement important d'avoir des arguments contradictoires. Souvenez-vous par exemple, n'est-ce pas, de Socrate. C'est très différent de ce que j'avais pensé faire, hein, mais bon. Souvenez-vous de Socrate. Socrate est condamné par des abrutis qui lui reprochent de corrompre la jeunesse. Et bien sûr, les amis de Socrate lui disent « Mais écoute, c'est complètement idiot, va-t'en, on te trouve un... » Et il dit « Non, mes enfants seraient orphelins. » Alors, bon, le philosophe, c'est qu'on serait orphelin, mais enfin, si Socrate meurt, ses enfants sont orphelins. Non, c'est pas ce que veut dire Socrate. Socrate veut dire par là que les lois de la cité sont beaucoup plus importantes que ceux qui ont pris les décisions et qu'il ne veut pas désaffilier ses enfants de l'institution de la cité. Vous voyez ? Et je crois que ce caractère, en quelque sorte, si vous voulez, dialogique de la démocratie, c'est sa substance. Et elle est en train, je vous prie de bien vouloir m'excuser, messieurs sénateurs, députés, représentants, enfin, tous les élus, mais n'est-ce pas, nous perdons, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs, nous perdons la substance de la démocratie. Parce que ce n'est pas une institution, simplement, la démocratie. Ce n'est pas un vote, la démocratie. La démocratie, elle présuppose un débat contradictoire et un débat honnête. C'est l'éthique, c'est le courage de la vérité. Et c'est la possibilité de changer d'avis. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, vous voyez, si on est dans une société d'information, ça ne fonctionne pas comme ça. On est dans une société d'information, on est comme le chien de Pavlov. Vous savez, c'est ce chien auquel on donne de la nourriture en même temps. N'est-ce pas ? On agite une sonnette et donc on le conditionne. Après, il se met à sécréter, bien évidemment, puisqu'il va avoir sa nourriture. Et puis, à un moment donné, on ne lui donne plus la nourriture, on agite simplement la sonnette et il continue quand même à sécréter. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, c'est le signal qui, en dehors même de l'objet, produit le comportement. Et le danger majeur aujourd'hui dans nos sociétés de démocratie libérale, elles sont précieuses, ce n'est pas le problème, mais le danger majeur, c'est que le langage se trouve réduit à des systèmes de signaux. Donc vous allez en quelque sorte, n'est-ce pas, notre vie aujourd'hui, elle est comme Waze quand vous voulez conduire. Vous voulez éviter les bouchons, vous voulez éviter les embouteillages, etc. Vous mettez Waze et il vous donne le parcours. Eh bien, ce Waze, aujourd'hui, c'est notre existence. Quelqu'un est fâché ? Hein, j'ai fait que 2 pages sur les 70. Hein. Il me reste 25 minutes ? Ah ben ça va, bon, très bien. Alors, tu me diras qu'il restera 15 minutes pour le propos plus optimiste, si j'ose dire. Bon. Si vous voulez, comme vous l'avez compris, les normes de comportement que nous pouvons acquérir sur les lieux professionnels et qui sont, n'est-ce pas, liées à des règles et à des normes sociales, ces normes de comportement, eh bien, elles sont intériorisées, elles sont incorporées. Et elles deviennent donc non seulement des habitudes de se comporter ou d'agir, mais elles deviennent aussi des habitudes de penser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez aller,
n'est-ce pas, sur Tinder, vous allez aller sur des sites de rencontres, comme vous allez à un entretien d'embauche en ayant une posture de réification, de faire valoir vos fonctions et vos aptitudes. C'est-à-dire que vous avez bouffé la grammaire générative du numérique au point que, si vous voulez, ce qui est valable à un moment donné pour le travail le devient aussi dans les relations amoureuses, familiales, amicales, sociales. Ça s'appelle Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui est sans doute un des plus grands sociologues français, Pierre Bourdieu appelle ça un habitus. Un habitus, c'est en quelque sorte cette incorporation, cette intériorisation des normes sociales, des règles, qui fait qu'elles deviennent des catégories symboliques pour penser le monde, pour penser le sujet, pour penser l'être. Il n'y a pas de crise écologique. Vous ne le saviez pas. J'y vais fort. Hein. Bon, il n'y a pas de crise écologique. Il n'y a qu'une crise anthropologique. Pourquoi ? Parce que la crise écologique n'est que le symptôme de cette crise anthropologique. Pourquoi voudriez-vous que les humains traitent mieux la nature qu'ils ne se traitent eux-mêmes et qu'ils traitent les autres ? Donc les catastrophes environnementales ne sont que le miroir de la manière même dont nous nous traitons. Là est le problème, voyez. Alors, donc l'habitus, donc vous l'avez compris, 23 minutes. Combien ? Oui, d'accord. Donc on a parlé donc des habitus. Alors, le problème de l'habitus, quand même, pour ne pas passer là-dessus, parce que c'est un point auquel je tiens beaucoup, les habitus, ce n'est pas non plus automatique. Nous ne sommes pas des robots, n'est-ce pas ? Les habitus, ce sont des systèmes, si vous voulez, qui s'agrègent au niveau de chaque individu, de singularité, au niveau de chaque communauté. Et bien évidemment, ils ne sont pas monolithiques. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait, et c'est un peu ça l'appel des appels, ce que Bourdieu appelle des habitus clivés. C'est-à-dire une tension entre l'habitus qui m'est prescrit et l'habitus auquel je suis habitué ou attaché. Par exemple, pour faire très simple, si vous voulez, Don Quichotte, luttant contre les moulins à vent, est l'exemple romanesque d'un habitus clivé. Il est en détresse au moment où la culture renonce à ses idéaux de chevalerie. L'habitus clivé, c'est par exemple l'habitus des travailleurs immigrés qui sont à la fois pris en tension entre leur culture d'origine et la culture d'accueil, si j'ose dire. Vous voyez ? Eh bien, cet habitus clivé, vous le retrouvez aujourd'hui, je n'ai pas le temps là de vous en parler en détail, mais on pourra en parler dans le débat si vous voulez, vous le retrouvez par exemple dans les services publics. Dans les services publics, n'est-ce pas, par exemple, si vous prenez France Télécom devenu Orange, c'est évident que vous passez d'une organisation des services en termes de mission d'intérêt général, d'intérêt public, à une entreprise qui doit licencier 22 000 personnes, enfin s'arranger pour qu'elles partent, et finalement satisfaire des critères financiers pour les investisseurs. On est dans tout à fait autre chose. Si vous prenez également la question de l'hôpital, la question du soin, la question de l'éducation, enfin, tous ces métiers-là, vous voyez, la souffrance des praticiens, des professionnels, c'est quoi ? C'est qu'ils sont pris dans le clivage d'habitus entre la manière dont on leur a appris que la priorité, c'était soigner, c'était éduquer, c'était informer, c'était juger si on est magistrat, et puis, en quelque sorte, autre chose qui leur est greffé par souvent, il faut bien le dire, des technocrates, des gestionnaires, des experts, qui imposent une rationalité que j'appelle pratico-formelle. Bon, j'emprunte un peu les mots à Max Weber, très grand anthropologue, sociologue, comme vous savez. Eh bien, la rationalité pratico-formelle, c'est quoi ? La rationalité pratique, c'est les affaires. C'est combien j'investis, combien ça me rapporte. Et la rationalité formelle, c'est le droit. Enfin, le droit au sens du droit mou, parce que là aussi, il y aurait un grand débat à mener autour du droit. On n'est pas dans une société du droit au sens souverain du terme, on est dans une société de la conformité formelle, ce qui est un autre problème. Alors, pour aller très vite sur l'appel des appels, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, ces professionnels, ils ont réagi en disant, mais là,
il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi, je ne me reconnais pas dans mon boulot. Je veux faire de la recherche, par exemple. Je vous donnerai également des exemples. Je vais faire de la recherche. Donc, j'ai un projet de recherche. Ce projet de recherche, je le présente au conseil scientifique de mon université. Je le présente également au ministère de l'Enseignement supérieur, etc. On le finance ou pas. Mais c'est plus ça. Faire de la recherche aujourd'hui, c'est répondre à des appels d'offres. Donc, toute cette nouvelle langue est une nouvelle manière de penser et qui altère considérablement la possibilité de faire son travail. C'est pour ça que les gens démissionnent. C'est pour ça que les gens se foutent en l'air. C'est pour ça que les gens sont mécontents. Mais le danger serait de considérer que c'est la faute des machines, c'est la faute des algorithmes, c'est la faute des nouvelles technologies. C'est pas ça. Vous voyez, de la même manière que les canuts, en se révoltant, ils ont cassé les machines. Mais c'est pas la faute des machines. C'est la faute de l'usage qui peut en être fait. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, je vais vous donner peut-être très rapidement deux choses avant de passer. Deux choses. La première, je la trouve extrêmement importante, c'est la déclaration d'un cinéaste que vous devez beaucoup aimer, j'espère qu'il passe au Rex, qui est Ken Loach. Moi, j'adore Ken Loach. Ken Loach écrit « Avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé, rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé. Et comme dans toute industrie, il parle du cinéma, et comme dans toute industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et à la multiplication des managers, qui, pour justifier leur position, se doivent d'intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 60, il ne vous disait pas quels acteurs vous deviez engager. Eh bien, ce que Ken Loach vous dit du cinéma, c'est vrai partout. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai à l'université, c'est vrai dans les lycées, c'est vrai dans les collèges, c'est vrai dans les salles de rédaction des journaux, c'est vrai dans les tribunaux, c'est vrai dans les théâtres, dans les cinémas, partout, en quelque sorte, si vous voulez. Il y a eu une réduction des équipes. Et ça, c'est un point important, parce que j'ai l'habitude de dire qu'on ne réduit pas les équipes pour des économies budgétaires. Quand on dit ça, on prend les gens pour des imbéciles. C'est pas vrai. On réduit les équipes, pourquoi ? Dans la mesure où, si vous voulez, en réduisant les équipes, ils n'ont plus le temps de se parler. Ils n'ont plus le temps d'échanger. Ils n'ont plus le temps de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire et est-ce que c'est bien adéquat, est-ce que c'est bien idoine aux finalités de leur métier. Il y a une phrase de Lyotard que j'aime bien quand il dit « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible d'en faire perdre. » Eh bien, aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est en quelque sorte l'impossibilité, l'empêchement des conditions de penser. Je vais les empêcher. Je vais les empêcher. Je donne juste un autre exemple sur ces sociétés de contrôle, et puis je passe aux possibilités, encore une fois, d'y échapper. Bon, alors, j'ai vu qu'il y avait le livre de Damasio, c'est très bien. C'est pas celui que je préfère les furtifs que le dernier, mais c'est un autre problème. Où Damasio, il nous raconte, au niveau de la science-fiction, notre vie présente. C'est-à-dire une ville avec des individus, des citoyens entièrement gérés par une intelligence artificielle. Le maire n'est même plus élu, il est en quelque sorte déterminé par des parts de marché de l'entreprise qui s'est emparée de la ville, etc. Bon, c'est très intéressant. Alors, je voulais, juste avant de passer à l'aspect, si vous voulez, je dirais optimiste, n'est-ce pas, vous donner un exemple de la manière, et ça permettra de faire un clin d'œil sur l'histoire de la gestion du Covid, n'est-ce pas, sur la manière, si vous voulez, dont aujourd'hui, on n'a plus besoin de psychologues, on n'a plus besoin de psychiatres, on n'a plus besoin de travailleurs sociaux, on n'a plus besoin d'accompagnateurs sociaux et psychologiques des individus. Pourquoi ? Parce que la notion même d'individu, et c'est dommage que si j'avais une heure de plus, je pourrais te le démontrer, la notion même d'individu, elle explose, elle n'existe plus. Vous n'êtes plus des individus, nous ne sommes plus des citoyens. Nous sommes un paquet d'informations. Nous sommes un faisceau de données biostatistiques. Et c'est là-dessus, encore une fois, qu'on travaille.
J'étais le dernier week-end avec Marie-Josée Volgo, ici présente, n'est-ce pas, à un colloque sur la fin de vie. Il y avait un économiste de la santé qui passe souvent sur BFM, et qui est très écouté d'ailleurs à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement, qui expliquait que, oui, c'est normal qu'on pense à une loi qui permet en quelque sorte une aide à mourir. Hein. C'est normal, puisque de toute façon il y a un transfert démographique qui fait que jamais, autant dans l'histoire de l'humanité, on a vu le nombre de vieux exploser, constituer une charge pour les plus jeunes. Et alors, il dit comme une dialyse, ça va coûter 80 000 euros, et que finalement, ce que va rapporter, par exemple, la production d'un jeune, ça va être 30 000 euros, est-ce qu'il va accepter de mettre autant d'argent alors qu'il a le crédit de la maison à payer, les charges de l'enfant, etc. Et donc, vous avez là une manière de penser. C'est ça que je voudrais essayer. Vous voyez, alors, bien sûr, je lui dis quelque chose qui ne m'a pas plu. Je lui dis que j'étais contre une gestion algorithmique des populations. Pour moi, une démocratie, c'est un peuple qui décide. Enfin, un autre problème. Donc, je vous donne juste un exemple, parce qu'il est significatif de la manière dont, par exemple, les choses se passent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pratique des nudges. Vous connaissez les nudges ? Non, les nudges, c'est des coups de coude, des coups de pouce, n'est-ce pas ? C'est le coup de trompe que la mère éléphant donne à l'éléphanteau pour le mettre sur le droit chemin. Eh bien, le nudge, si vous voulez, c'est une manière de vous amener à choisir librement ce qu'on a déjà décidé pour vous. Et donc, comme je n'ai pas le temps d'en parler, je vous donne juste un exemple pour passer au reste. Juste un exemple, vous voyez. Bon, il y en a plein d'exemples. Hein. L'élection d'Obama. Alors, on ne parle pas non plus de ça. Bon, le Brexit, enfin, etc. Si vous voulez, toutes les élections, on ne donnera pas de nom. On ne donne pas de nom. Oui. Donc, toutes les élections ont été entièrement pratiquées par les nudges. C'est-à-dire qu'on va donner à des segments de population les messages qu'ils attendent en fonction d'une étude de marché qui a permis de prélever, si vous voulez, dans leur discours, c'est ça la propagande, hein, de prélever dans leur discours les mots qu'ils attendent, dont ils ont besoin, pour leur dire, encore une fois, que nous représentons justement ce qu'ils attendent. Alors je ne vous donne pas de nom. Bon. Alors ça, c'est la même technique que celle des urinoirs des aéroports. Dans les aéroports, vous avez des urinoirs où, comme vous savez, les humains de genre masculin, ils pissent un peu à côté de l'urinoir. Bon. Si vous mettez, n'est-ce pas, soyez gentil pour le personnel, faites attention, vous êtes la boussure et autres, ça ne change rien. Vous leur dites en jouant sur l'hypocondrie, faites attention, ça donne des bactéries, des virus, etc. Vous pourriez tomber malade, ça ne change rien. Vous mettez une mouche noire au fond de l'urinoir et ils pissent tous sur la mouche noire. Et vous réduisez statistiquement de 85% le nombre d'éclaboussures. 85%. Et bien c'est comme ça qu'on a géré le Covid. C'est comme ça, encore une fois, que la plupart des décisions sont prises. On ne vous interdit pas, on ne vous oblige pas, mais on vous trace un chemin qui fait que vous ne pouvez pas prendre un autre chemin et que donc vous choisissez librement la voie qu'on a déjà décidée pour vous. Alors, combien de temps il me reste pour l'aspect ? 5-10 minutes. Bon. Alors, comme j'ai 5-10 minutes, bon, et 10 minutes parce qu'elle est adorable avec moi, comme j'ai 10 minutes, si vous voulez, je vous l'ai déjà un peu dit, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas pour moi... D'abord, le premier point, je suis pour une révolution symbolique, que les choses soient claires. Je ne suis pas pour une révolution sanglante. Une révolution symbolique, c'est quoi ? Là encore, je m'inspire de Pierre Bourdieu. Une révolution symbolique, comme dit Pierre Bourdieu, c'est une conversion des valeurs, c'est une conversion des croyances. Donc je pense qu'il est extrêmement important, au moment où notre civilisation, en quelque sorte, a montré son inanité, si je me fais expert, c'est de considérer qu'il faut passer à une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière de travailler. Donc la révolution symbolique, c'est ça. Le deuxième point que j'ai souvent dit quand j'ai été auditionné par des partis politiques, mais je ne dirai pas lesquels, n'est-ce pas ? Ce que j'ai souvent dit, n'est-ce pas ? C'est vous pouvez changer tout ce que vous voulez, si vous changez les personnalités politiques, ça ne changera rien. Ce qu'il faut changer, c'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. Or,
il y a un lieu pour ça. Il y a un lieu pour ça. C'est justement le travail. Parce que c'est justement, si vous voulez, sur les lieux professionnels, c'est sur les lieux professionnels que les gens peuvent changer leur manière de parler, de penser, d'agir, de prendre soin d'eux-mêmes. C'est ça qui est important, vous voyez. C'est-à-dire que si vous laissez... Moi, par exemple, je ne donnerai pas de nom, mais on va proposer de réduire le temps de travail, etc. Oui, c'est bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que, en tout cas pour au moins une grande partie des gens, mais il y a des gens pour qui c'est certainement très important, mais pour une autre partie des gens, une grande partie des gens, ce qui est important, c'est de laisser du temps pour que les gens qui bossent puissent se parler, pour qu'ils puissent échanger. Moi, je me souviens à l'hôpital, il y avait des réunions de synthèse, il y avait des discussions, il y avait quelque chose qui faisait qu'on pouvait se demander si, n'est-ce pas, ce qu'on était en train de faire, c'était censé ou pas, c'était ajusté ou pas. Aujourd'hui, c'est pas ça. On dit parle toujours, cause toujours, mais fais ce qu'on te dit. Bon, et ce qu'on te dit, c'est les protocoles, c'est les prescriptions. Et ça, c'est horrible, c'est très violent. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Les gens se suicident parce qu'ils ne peuvent pas, en quelque sorte, supporter d'être réduits, n'est-ce pas, à être, en quelque sorte, des exécutants. Et ça, vous savez, c'est dans Taylor. Si vous lisez, par exemple, donc c'est dans le côté positif, si vous lisez, n'est-ce pas, la préface de la traduction française, il est dit explicitement, c'est très bien le taylorisme, parce que ça empêche la solidarité sociale spontanée des travailleurs qui risqueraient de ralentir la cadence pour éviter le licenciement de leurs compagnons. Donc ça veut dire que le taylorisme, c'est typiquement un dispositif de guerre contre la solidarité sociale. Donc le point positif, c'est ça, c'est de recréer les conditions d'une solidarité. C'est quand même un point extrêmement important, ça. Et il faut bien voir, n'est-ce pas, c'est un point également positif. Moi, j'aime beaucoup le courant humaniste de ce qu'on appelait les solidaristes. Les solidaristes, c'est la fin du 19e, le début du 20e, c'est Léon Bourgeois, Alfred Fouillé, Célestin Boutelet, etc., qui disent en gros, parce qu'à ce moment-là aussi, il y avait toutes les thèses darwiniennes de Spencer sur la lutte de tous contre tous, etc. Le meilleur, c'est celui qui est sélectionné. En fait, toutes ces bêtises qu'a recyclé le nazisme, bien sûr, mais qu'a recyclé aussi le néolibéralisme, c'est un autre problème. Et le solidarisme, il s'oppose à ça. Il dit, mais un individu, ça ne peut pas exister seul. Ça ne peut pas exister seul. Un individu, il a nécessairement besoin des autres. Et d'ailleurs, dès le début, il a besoin des autres. Parce que, en gros, c'est Léon Bourgeois qui a cette phrase extraordinaire. Il dit, en gros, d'entrée de jeu, nous sommes pris dans un quasi-contrat. Alors, c'est pas Rousseau, c'est pas le contrat. C'est pas je suis un individu, je contractualise, etc. C'est pas ça. Le quasi-contrat, c'est de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis solidaire parce que dès que je nais, ma naissance et ma vie dépendent d'un autre secourable, dépendent de ce que les autres m'ont laissé. Donc là aussi, je suis, par exemple, extrêmement sensible à la solidarité. Et cette solidarité, si vous voulez, elle doit être aussi dans les mœurs. Ce n'est pas seulement une solidarité financière, sociale et autres. Elle est importante, il n'y a pas de problème. Mais elle doit être dans les mœurs. Elle est de considérer qu'un vieux, ça peut devenir un ancêtre qui transmet quelque chose. C'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui coûte du fric et dont il faut se débarrasser le plus vite. Ou bien encore une marchandise qu'il faut exploiter pour faire du chiffre et du profit. Donc cette notion de solidarité me paraît extrêmement importante. Une autre notion qui me paraît extrêmement importante, donc je l'ai dit et redit déjà tout au long, c'est de réhabiliter des lieux de parole. Pas du blabla, des lieux de parole. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, les lieux politiques devraient être des lieux de débat, pas uniquement d'affrontement, pas uniquement, encore une fois, de se compter, n'est-ce pas ? C'est pas ça. C'est pouvoir essayer de penser ensemble, parce que nous avons un héritage extrêmement lourd et précieux à préserver face à toutes les catastrophes qui nous attendent, parce qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus, mais ça, j'en parle pas, je suis dans la version optimiste. Hein, bon.
Mais je vous en parlerai après dans le débat. Et pour ça, il ne faut pas simplement que nous soyons adaptés à ce qu'on exige de nous. Il faut que nous soyons créateurs. Il faut que nous puissions, si vous voulez, créer un monde que nous découvrons ensemble. Donc pour moi, il est extrêmement important, contrairement à l'ex-ministre, là, il est extrêmement important de réhabiliter les humanités, de réhabiliter la littérature, de réhabiliter la poésie, de réhabiliter la philosophie. Tu peux dire son nom, hein, maintenant. Ah oui, oui, bon, tout le monde l'a oublié, Jean-Michel Blanquer, vous connaissez Blanquer. Bon, mais j'ai 2 têtes de Turc dans mon dernier bouquin, c'est Le Corbusier et Blanquer. Bon, donc il va de soi que c'est pas possible. On ne peut pas écraser les sciences humaines et sociales, la philo, c'est très important encore une fois. Alors je vous donne juste un autre exemple. C'est, si vous voulez, il y a des poètes, philosophes antillais que j'aime beaucoup, c'est Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, dont je parle beaucoup. Et Patrick Chamoiseau, il a une théorie, j'espère que je vais retrouver la page, parce que là, du coup, tu m'angoisses un peu, là. J'ai l'impression que je parle trop... 5 minutes, ça va 3 minutes 3 minutes. Bon, ok. Alors, Patrick Chamoiseau, il a une thèse que j'aime bien. La thèse est la suivante. Bon, comme je vous ai dit, quand je dis, bien sûr, nous devenons les esclaves de la nouvelle modernité, bien sûr, comparaison n'est pas raison, et il va de soi que ce serait indécent de dire qu'entre ces êtres humains qu'on attachait avec des fers, qu'on transformait en marchandises, en choses, qu'on réifiait, qu'on mutilait, qu'on violait, etc. Et nous, c'est pareil. Bien sûr que c'est pas pareil. C'est pas ça. Ce que j'essaie de montrer, c'est que, en quelque sorte, il y a un moyen d'enchaîner les humains. Et que nous, à notre insu, nous nous trouvons enchaînés aujourd'hui par le numérique. Et c'est pas la faute du numérique. Que les choses soient claires là-dessus. C'est pas la faute des nouvelles technologies. Elles sont formidables. En médecine, elles ont des trucs formidables. Donc le problème, il n'est pas là. Voyez. Et ce qu'apporte justement Chamoiseau, c'est de dire que ces esclaves, ils pouvaient fuir les plantations. Ils pouvaient fuir la logique de rentabilité, la langue usurière des négriers. Et alors, à ce moment-là, ça veut dire les nègres marrons. Les nègres marrons, ça veut dire les nègres qui vont au sommet. On n'est pas très loin de l'Espagne. Vous le savez, marron, ça veut dire la cime, le sommet, etc. Mais bien sûr, s'ils étaient rattrapés, ils étaient tués, mutilés et autres. Mais ce que dit Patrick Chamoiseau, c'est qu'il y a une autre manière de s'émanciper de la servitude. Ce n'est pas la fuite en avant. C'est le partage au moment des veillées par le chant, la danse, le conte, et donc de se réhumaniser et de retrouver cette humanité qui avait été confisquée, violentée par les négriers. Je donne la citation de Patrick Chamoiseau. « Ces esclaves étaient mieux que rebelles, des guerriers. Ils se réhumanisaient à eux-mêmes, pour eux-mêmes, par les créativités du rythme, de la danse, du chant et de la parole. Les résistances qui se fondent sur la création, la créativité, sont mieux déterminantes. La créativité est toujours une réhumanisation. Elle prend saute sur l'instinct d'exaltation de l'existence dont un être humain peut disposer en lui. » Pour finir, je voudrais vous dire, je vais vous donner un exemple personnel et intime. Je m'excuse, Marie-Josée, de t'emprunter ton petit-fils, qui est aussi un peu le mien. Bon. Dans les crèches aujourd'hui, dans les maternelles, on voit des gens qui veulent bien faire, qui ont été éduqués, biberonnés à la sauce comportementaliste et autres. J'ai rien contre les cotimos comportementalistes, c'est pas le problème. Hein. Bon. Et en gros, leur travail de maternelle, hein, leur travail de tata, comme on disait à l'époque, leur travail d'institutrice en maternelle, eh bien, ça devient d'observer les gamins. Et alors, vous avez des trucs comme ça. Écolalie. Il a peur de marcher sur une poutre. Il a peur d'entrer dans un tunnel. Bon.
et il n'a pas d'interaction sociale. Et donc vous avez ces enseignants dont je ne doute pas, hein, encore une fois, dont je ne doute pas de la bonne volonté, qui se transforment en observateurs de comportement. Alors, si j'avais 1 heure, mais je sais que je n'avais pas, j'essaierais de vous montrer que dans toutes nos professions, et ça c'est le legs de Michel Foucault pour le coup, dans toutes nos professions, la fonction de contrôle a pris le dessus sur toutes les autres fonctions. Et donc, ces institutrices, ces aides maternelles, qui avant entraient en contact avec l'enfant pour son épanouissement, qui respectaient, je dirais, des niveaux de développement différents, qui, en quelque sorte, singularisaient leur aide en fonction du profil, du style de l'enfant. Aujourd'hui, c'est comme si elles avaient bouffé des protocoles que moi je considère complètement cons, mais c'est notre problème, c'est comme si elles avaient bouffé ces protocoles et qu'elles se mettent à observer les gamins comme des espèces, si vous voulez, d'échelles de comportement. Et ça, c'est la mort du métier. Alors, pour vous donner, c'est pour ça que je parlais d'un exemple intime, pour vous donner un truc assez amusant, il se trouve que la mère donc, de ce petit garçon tout à fait magnifique et génial, n'est-ce pas, qui maintenant marche sur toutes les poutres que vous voulez, dans les tunnels, etc. Bon, bref. Eh bien, si vous voulez, la mère était un peu inquiète, et donc elle va voir donc l'institutrice en demandant s'il a 3 ans, si tout se passe bien. Et l'institutrice donc déplie tout son discours. Alors qu'encore une fois, bien sûr, c'est un gamin, il est bien, il est adulte. Bon. Et donc, effectivement, il fait des tas de trucs. Bon, mais c'est un autre problème. Avec nous, avec son père, sa mère, bon. Et alors, elle sort comme ça, elle sort tout un truc sur bon, ce qui va mieux, ce qui va pas mieux que ça. Et puis, incidemment, elle dit, ah oui, en fait, il sait lire. Et c'est même le seul de la classe. Et donc, si vous voulez, moi, ça me touche, ça me perturbe. Parce que, pour moi, un gamin qui sait lire à 3 ans, et puis c'est amusant, je veux dire, on ne le force pas, parce qu'en plus, il lit à l'envers maintenant, à l'endroit, à l'envers, etc. Il compte, je ne sais pas comment, il fait des additions avec sa grand-mère, enfin bon, bref, bon. Il sature mon cabinet, enfin, c'est un autre problème. Bon. Bref, et il veut tout faire, bon. Mais ce qui me paraît un peu fou, c'est que, pour moi qui ai été enseignant, un gamin qui apprend comme ça, quelque chose où il va déchiffrer le monde, mais c'est émouvant, c'est merveilleux. On ne le met pas comme un post-scriptum à la suite de tous les trucs qui ne vont pas dans la régularité anomalique du comportement. Vous voyez ? Et ça, je ne crois pas que ce soit, encore une fois, la faute de telle ou telle personne, c'est pas ça. C'est, quelque part, dans tous nos métiers, eh bien, l'organisation sociale et la transmission de nos valeurs a fait prévaloir, si vous voulez, la fonction de contrôle qui a à voir avec le sécuritaire, bien évidemment, vous vous en doutez, cette fonction de contrôle sur toutes les autres fonctions, dont une des plus importantes, une qui fait justement la spécificité, entre autres, de l'humain, c'est l'acte de création. Et ça, je trouve que c'est là, et Deleuze a une très belle phrase quand il dit que, il cite Malraux d'ailleurs, et il dit que l'art, enfin que l'acte de création est lutte, c'est résistance à tout, dit Deleuze. C'est résistance à la honte, résistance à l'infamie, résistance à la mort, et il cite Malraux en disant que justement, l'art, c'est justement ce qui résiste à la finitude des conditions humaines. Alors, pour finir, justement, puisque je parlais de Malraux, tu m'autoriseras à citer une phrase de Malraux, quand il est au Québec, en octobre 1963. Hein ? La culture et l'héritage de la noblesse humaine. Absolument, la culture et l'état de la noblesse humaine. Mais il dit précisément, c'est dans un texte du Devoir du 15 octobre, la civilisation moderne ne sait pas pourquoi elle existe. La machine amène l'homme à ne jamais se penser lui-même, mais à penser à ce qu'il fait. Être un homme, ce n'est pas penser à ce qu'on fait, mais penser à ce qu'on est. Pour simplifier, ou bien l'ensemble des usines de rêve, cinéma, radio, littérature, rendra l'humanité asservie aux puissances qui sont derrière ces rêves, ou bien l'humanité choisira
dans ce qui a survécu, sa part la plus haute, parce que si la culture a un sens, c'est très simplement la noblesse du monde. Merci. Bon, mesdames, messieurs, nous allons donc passer au débat, au dialogue, aux échanges, aux questions. Donc vous pouvez dès à présent apporter votre contribution, poser des questions à notre conférencier. Dans vos propos, je crois que toutes les personnes ici se sont reconnues comme résistant au mieux à toutes ces servitudes qui sont devant nos pas au cours de notre existence. Sans doute, nous nous trompons, puisque certainement, demain matin, nous allons à nouveau être captifs de toutes ces servitudes, de toutes ces intelligences artificielles dévoyées, je vais le dire comme ça. Et pourtant, nous sommes certains d'être parmi les meilleurs pour résister à ces événements. Alors, que faudrait-il faire en réalité pour retrouver les uns les autres le vivre ensemble et le libre arbitre, puisque finalement, c'est sans doute ceci que nous avons perdu, la capacité à décider par nous-mêmes, après avoir écouté l'autre, bien évidemment. Et je le répète, je suis persuadé que 90% des personnes présentes ce soir sont persuadées d'être parmi les meilleurs résistants. Je vous remercie. Monsieur. Alors bonjour. Merci déjà pour votre intervention, parce que effectivement, je me suis beaucoup reconnu, ancien étudiant en médecine, burn-out, ancien étudiant infirmier, burn-out, manager en système d'information dans l'informatique, burn-out. Donc effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est posé comme question dans la notion de sens, effectivement, dans tout ça. Moi, personnellement, dans mon ressenti, il y a eu quelque chose dans le sens du paradigme de la performance que vous avez évoqué, que je comprends que vous appelez de vos voeux, comme beaucoup de gens, je pense, appellent de leurs voeux, de changer de paradigme sur quelque chose de différent. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce paradigme, il est dicté par des notions purement financières, aujourd'hui, détenues par un certain nombre de personnes plutôt élitiques dans nos sociétés modernes. Et aujourd'hui, moi, ma vraie question, c'est comment moi, à ma mesure, je peux sortir de ça, étant donné que j'ai l'impression que je suis en face d'un appareil, de quelque chose de tellement plus grand que moi, concrètement. Merci. Laurent, je te laisse. Alors, vos deux questions sont très proches d'une certaine manière, et bien sûr très difficiles à répondre. Vous pensez bien que si j'avais la solution, si vous voulez, c'est aussi la question qui m'a été posée sur le pessimisme et l'optimisme. C'est-à-dire que nous avons le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté. Ou bien on considère que la technique est notre destin et que les puissants, finalement, qui en usent et en abusent, on n'y peut rien. Et à ce moment-là, c'est fini. Enfin, je veux dire. Alors, quand vous dites par rapport... bon, moi, enfin, je vais être très concret. Par rapport... Bon, déjà, je ne suis pas, encore une fois, du tout hostile aux nouvelles technologies, vous l'avez compris. C'est-à-dire que moi, je dialogue avec ChatGPT-4, que j'injurie régulièrement d'ailleurs, parce que je trouve que ses réponses sont souvent bien légères, mais c'est un autre problème. Mais d'autres fois, c'est parfait, par contre. Bon. Par contre, j'aime bien en parler. C'est-à-dire, si vous voulez, ce que j'ai essayé de déconstruire, c'est en quelque sorte la symbiose homme-machine. Quand je dis machine, c'est pas matériel, hein, c'est matériel et immatériel, c'est les deux. C'est-à-dire nous évoluons aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, Damasio le dit aussi à sa manière, nous évoluons aujourd'hui vers une espèce de fusion hybride entre le vivant, pour dire simplement,
pas que l'humain, hein, le vivant, et puis l'artificiel. Et ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus fort. Et si vous voulez, ça revient à votre question, c'est pas commode de penser pouvoir l'arrêter. Bon. Moi, je crois quand même que, si vous voulez, je vais revenir à mon dada, si au niveau de nos métiers, après tout, à l'hôpital, c'est quand même les médecins, les infirmiers, les psys, les aides-soignantes qui soignent. S'ils s'en vont, il y a les malades et puis il restera qui? Donc si vous voulez, je crois que là, on a énormément perdu la notion de puissance opposée au pouvoir, pour reprendre une vieille opposition philosophique aristotélicienne. Si vous voulez, on n'a pas le pouvoir, c'est clair. Mais on a une certaine puissance, on a une certaine possibilité. Je veux dire, c'est pareil à l'école. C'est pas Blanquer qui va aller enseigner dans toutes les maternelles. Ils allaient se reposer tranquillement en se faisant créer un poste de prof de droit à ça, je ne sais pas trop. Bon. Je veux dire, si vous voulez, pour l'instant, peut-être qu'un jour ça changera. Peut-être qu'un jour, ça, il faut y penser. Peut-être qu'un jour, la production, l'extraction, la négociation, la vente, tout ce que vous voulez, pourra se passer des humains. On ne peut pas exclure ce scénario-là. Je ne vous dis pas qu'il est probable, je ne vous dis pas que j'ai... Mais on ne peut pas l'exclure. Et pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on a encore une petite marge de manœuvre. Cette petite marge de manœuvre, à mon avis, elle repose sur la réappropriation de nos moyens de décision sur les lieux de travail. Déjà là. Plein d'autres endroits sûrement, mais déjà à ce niveau-là. Après, si on prend par exemple les questions de la sécurité. Bon, je ne sais pas trop si je peux parler de la sécurité, mais enfin, je n'en parle pas sans citer. Quoi. Bon. Si on prend la question de la sécurité, regardez, nous sommes tous ensemble. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'un attentat? Est-ce que vous avez peur de choper le Covid? Est-ce que vous avez peur? Non. Nous sommes ensemble. Combien de fois, si vous voulez, on se rend compte que la peur que nous avons, la terreur que nous pouvons éprouver, qui devient en quelque sorte le carburant, bien sûr, des industries sécuritaires et des partis politiques sécuritaires, provient de ce que Hannah Arendt a parfaitement analysé quand elle s'est intéressée à l'origine des totalitarismes, c'est-à-dire de la désolation des humains. Ce qu'elle appelle désolation des humains, ce n'est pas la solitude, c'est plus que la solitude. C'est qu'ils sont déliés. Mais quand les humains sont ensemble, quand ils se parlent, alors j'en reprendrai une citation de Marie-Josée la semaine dernière de Freud, qui raconte cette petite histoire de l'enfant qui est avec sa tante, puis d'un coup la lumière s'éteint, vous savez comme moi tout à l'heure, là, quand la lumière s'est éteinte, et le petit garçon, il y a 3 ans d'ailleurs, dit à sa tante, parle-moi tante. La tante lui dit, pourquoi veux-tu que je te parle? Et il dit, il fait plus clair quand on parle. Il fait plus clair quand on parle. Ben, ça, vous l'avez vécu, nous l'avons vécu. Vous voyez? Donc, je ne vais pas vous faire, bien sûr, la liste de tout ce qui est possible, mais je pense, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel aussi. Je ne suis pas un martyr de l'université. Comme il vous a dit, j'ai été bien traité par l'université, je n'allais pas me plaindre, etc. Bon. Mais à un moment donné, moi, je trouvais que je ne pouvais plus faire mon boulot. Les expertises, j'ai été élu 15 ans au Conseil national des universités, j'ai été président, vice-président de ma section, j'ai été 7 ans expert au ministère de la Recherche, donc je faisais des évaluations, je savais ce que c'était. Et puis un beau jour, ça perdait complètement son sens. On me donnait une liste à la con de revues qui étaient les seules qualifiantes,
il fallait compter le nombre d'HDR ou de thèses, et je savais que mes collègues, du coup, ils n'allaient pas faire soutenir une thèse ou une HDR telle année, ils allaient faire un peu déborder pour pouvoir équilibrer, enfin, ils allaient être un peu imposteurs pour survivre. D'ailleurs, j'ai fait un livre qui s'appelle La fabrique des imposteurs, qui a fait un tabac. C'est le livre le plus vendu. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est génial, c'est parce que nous vivons en gros dans une société où pour survivre, vous n'avez que deux manières, si vous ne voulez pas la troisième, qui est d'être créateur et résistant, deux manières, c'est, il faut aller voir Zelig de Woody Allen, n'est-ce pas ? Deux manières, c'est soit la soumission, le conformisme, soit l'imposture. Soit l'imposture. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'effectivement, et ce que j'ai vu ensuite dans les milieux d'évaluation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus d'évaluer, si vous voulez, le dossier d'un candidat, sa pertinence, mais en gros, il fallait trouver les stratégies. Et du coup, c'est là où, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, médecine burn-out, infirmier burn-out, manager burn-out, vous auriez pu en rajouter. Quand on a lancé l'appel des appels, il y avait un jeune institut formidable à Marseille, et il nous a dit, moi j'ai fait Centrale, j'ai fait l'école d'ingénieur de Centrale, et puis je suis allé travailler donc dans l'industrie haute, et ça ne m'a pas intéressé, alors j'ai passé le concours d'instit pour être instit. Et le problème maintenant, c'est qu'à l'école, avec les critères hautes, je retrouve les principes de ce que j'ai quitté l'entreprise. Donc, alors, là encore, hein, il ne s'agit pas de critiquer, si vous voulez, le chiffre. Moi, je n'ai rien contre les chiffres. Hein. Je veux dire, comme je n'ai rien contre les sciences. Je suis très proche de la position de Canguilhem. Il faut différencier la rationalité scientifique de l'idéologie scientiste. C'est ça le problème. Le scientisme, c'est l'idéologie, encore une fois, de la science. Ce n'est pas la science. Les chiffres, c'est formidable. Mais comme le disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce que vous voulez leur faire dire. Moi, je crois que on ne va pas, par rapport à vos deux questions, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on ne va pas, si vous voulez, tout réussir à changer de paradigme comme ça, hein, comme on va changer de paradigme, bon, très bien, on va passer de la physique relativiste d'Einstein à la physique quantique de Niels Bohr ou d'Heisenberg, bon, on ne peut pas. Hein. Mais je crois que, et quand même le monde le montre bien, il y a une fissuration des récits qui fondent l'autorité dans le monde, quels que soient les régimes, quels que soient les pays, quelles que soient les civilisations. Ces fissurations, qu'est-ce qu'elles montrent ? En quelque sorte, elles montrent le chaos. Le chaos n'est pas le vide. Il faut reprendre les termes grecs. Le chaos, c'est le trop-plein. C'est ce qui n'est pas ordonné. Et au travers de ces fissures, la lumière peut passer. C'est-à-dire que la dislocation des récits auxquels nous devons nous soumettre, elle pourrait permettre l'élaboration de nouveaux récits. Ça ne se fera pas, encore une fois, comme un changement de paradigme, ça ne se fera pas brutalement, c'est pas ça, mais je pense que c'est tout à fait, si vous voulez, indispensable. Vous ne m'avez pas posé des questions sur les épidémies, mais c'est par exemple une évidence. Il est par exemple évident que la crise du Covid, on vous a dit, le Covid, voilà l'ennemi, hein, le virus, voilà l'ennemi. On vous a dit c'était imprévisible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était la troisième épidémie de bêta-coronavirus en 10 ans. En 2003, l'OMS avait dressé le portrait tueur de l'humanité. Chaque fois qu'on a changé notre manière de vivre dans l'histoire de l'humanité, le changement du biotope a produit en quelque sorte la libération de nouveaux éléments pathogènes. Et donc, comme vous avez à peu près dans le monde entre 700 et 800 000 agents pathogènes
possible, on attend de voir revenir. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Des questions? Ah, monsieur au fond, Didier. Enfin, mon intervention va poser sur... vous avez parlé d'une évolution, puisqu'on est passé d'une souffrance que vous avez donné des exemples sur l'OST, du Taylor, avec le monde moderne. Et nous, on est ici, l'inspection du travail, plutôt maintenant avec des cas de souffrance, de burn-out, de souffrance morale, avec des liens avec la médecine du travail, avec des psychologues du travail, un lien avec les représentants du personnel. Et souvent, on nécessite soit par des salariés, soit en matière individuelle, qui lèvent la confidentialité, ou par des représentants du personnel. Donc il y a un travail qui est fait par l'inspection du travail, par la médecine du travail, par des psychologues du travail. Et donc le mot de souffrance, donc c'est l'évolution que vous avez retracée. Et c'est nos moyens d'action de l'inspection du travail se ciblent de plus en plus, outre bien sûr sur des questions techniques en matière d'intervention ou de contrôle sur les chantiers, mais sur ces problématiques de souffrance. Et quel rôle vous pouvez voyez par... Est-ce que vous avez déjà travaillé avec l'inspection du travail? Voilà, c'est ma question, je pose sur cette problématique. Y a-t-il une autre demande de prise de parole? Ah, devant, Patrick. Madame. Oui, moi je voulais commencer par rajouter par rapport aux deux témoignages, questions qu'il y a eu avant, que c'est extrêmement difficile, donc je me positionne aussi dans le camp des résistants, disons, et que c'est d'autant plus difficile que c'est un combat qui termine jamais, en fait, dans lequel on peut se sentir seul, et que c'est un combat aussi beaucoup contre soi-même, puisque, comme vous l'avez dit, les normes sont bien intériorisées et que quand on pense en être émancipé, en fait, on peut être rattrapé tout le temps. Donc c'est vraiment difficile. Et je voulais poser une question concernant si vous aviez constaté un impact de ces évolutions sociétales, donc de l'hypercontrôle, des habitus clivés. Est-ce que vous avez constaté dans votre profession un impact sur la santé mentale et sur les psychopathologies? Et d'ailleurs, je me disais que c'était un peu paradoxal, il me semble qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale quand même qu'aujourd'hui. Ça a l'air d'être une préoccupation très grande. Donc est-ce que... Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez constaté là-dessus? Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole encore? Devant. Je me souviens, lorsque j'étais en seconde, il y a une 60aine d'années, un professeur opposait Taylor à Fayol, avec donc deux conceptions de société complètement différentes. Taylor, celle que vous avez décrite, et Fayol, c'est la société où l'ouvrier prend l'objet du début jusqu'à la fin, et donc il conçoit entièrement comme un artisan. Il y a, de façon un petit peu provocatrice, le dernier livre de Lydie Salver qui dit nous aimons les dimanches ou je ne sais pas quoi, et en sous-titre ne travaillez jamais. Et c'est en quelque sorte une critique du monde du travail aujourd'hui, du travail abrutissant, enfin tout ce que vous avez décrit. Et en fait, le fait de dire ne travaillez jamais, c'est pas ne plus travailler et rester dans son coin à dormir toute la journée. C'est travailler de façon beaucoup plus intelligente et de façon respectueuse et en concertation donc avec ses compagnons. J'ai eu la chance le mois dernier de rencontrer à Segovia un artiste avec un grand A qui était professeur d'université, professeur aux Beaux-Arts, et qui, j'ai vu des œuvres qu'il a faites, des sculptures, des portraits, quelque chose d'extraordinaire, et qui me disait de façon tout à fait, avec beaucoup d'humilité et de modestie, tout ce que je sais, je le dois à mes professeurs. Et lorsque vous avez parlé de culture, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement primordial. Il y a autre chose qui m'a, aujourd'hui ou hier, en écoutant France Inter, qui m'a un petit peu horrifié,
c'est des grands patrons américains aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle va dominer, sont en train de voir comment on pourrait rémunérer le minimum, je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça, rémunérer les gens à ne rien faire, puisque l'intelligence artificielle va remplacer les individus dans le monde du travail, mais pas les rémunérer pour qu'ils vivent libres, mais les rémunérer pour qu'ils vivent aussi de façon asservie. Et la dernière chose, un petit peu, c'est au lendemain de 68, GB a écrit et fait un film, c'était l'an 01, et si on commençait déjà à réfléchir pour voir autre chose. Bon, alors, ça fait beaucoup d'interventions, et comme je commence un peu à être fatigué, il est possible que je perde, que je perde un peu la substantifique moelle de vos questions. Mais, alors, concernant notamment, si vous voulez, bien sûr, sur l'inspection du travail, sur la psychologie du travail, sur le médecin du travail, mais justement, à l'heure actuelle, moi j'ai été touché par, notamment, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Par la porte ou par la fenêtre. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film qui retrace, si vous voulez, l'histoire justement de France Télécom, qui s'est transformée à un moment donné à Orange. Alors, j'avais été sollicité par un syndicat, donc je ne dirais pas lequel, pour aller chroniquer le procès en appel, justement, une journée. Ils ont demandé à plusieurs personnes, des écrivains, enfin, des philosophes, etc. Bon, bref, de chroniquer chacun une journée de ce procès en appel. Et vraiment, c'était terrifiant parce que quand vous prenez, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de France Télécom Orange, mais disons que quand France Télécom est devenu Orange, bon alors je vous passe le moment où on jure tous les grands dieux que l'État conservera la main là-dessus et puis progressivement on cède, enfin bon bref, je vous passe les détails. Et puis finalement, lorsque Orange est quasiment privatisé, il s'agit de trouver du fric. Et à ce moment-là, on nomme un PDG, et ce PDG, pour les financeurs qu'il rencontre avec ses cadres supérieurs et autres, doit, dit-il, faire partir 22 000 personnes. 22 000 personnes, mais en évitant, si possible, les licenciements qui coûteraient cher. Et donc, à ce moment-là, alors, si vous voulez, par rapport à votre question, il y a les interventions, parce qu'on voit très bien comment c'est mis en place, il y a une stratégie où il s'agit de faire partir donc les employés de France Télécom, donc réduire de 22 000 emplois. Et il a cette phrase malheureuse, il va être condamné d'ailleurs, et où il dit ceux qui ne partiront pas par la porte partiront par la fenêtre. Sauf que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de suicides, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu des morts, des blessés, enfin, etc. Il y a eu des malheurs, c'était terrifiant. Alors moi, j'étais dans cette salle à Paris, là, le tribunal, et vous aviez donc quelques dirigeants qui essayaient donc de faire face, c'était au procès en appel, si vous voulez, aux questions de la présidente du tribunal et des avocats. Et puis, eux, je parlais chiffres, et par ailleurs, il y avait la famille, et les familles, vous entendiez des pleurs, bon, c'était assez émouvant. Mais si vous voyez ce film, parce que comme je suis un peu fatigué, je ne vais pas tout vous raconter, mais si vous voyez ce film, ce qui est absolument terrifiant, c'est que, du coup, le métier de ces directeurs généraux, directeurs du personnel, etc., c'était plus de faire tourner la boutique, c'était de produire des départs. Et ils étaient même payés par des bonus sur le nombre de départs qu'ils arrivaient à produire. Et vous aviez en alerte la médecin du travail, qui était quelqu'un de très bien, vous aviez en alerte les syndicats, vous aviez en alerte les psychologues, vous aviez en alerte, si vous voulez. Mais en gros, l'argument qu'avait le directeur général, c'était, moi c'est ce que j'ai repris dans ma chronique, c'était assez étonnant parce qu'on n'entendait parler que de chiffres. Mais à un moment donné, il a dit, mais on n'avait pas le choix, on s'était engagé avec les financeurs
Et avec eux, il faut tenir parole. Comme si la parole ne pouvait tenir que avec les financeurs. Il y a là quelque chose d'absolument abominable. Bon, bref. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui. Mais là, on voit bien comment le médecin du travail pouvait rester le temps qu'il voulait, l'inspection du travail, etc. Ça ne changeait pas la politique de l'entreprise qui était en train de se transformer en entreprise de communication et de transmission et qui devenait une entreprise dont les cadres avaient pour charge essentiellement de faire partir spontanément des gens afin d'aboutir à 22 000 emplois supprimés. Vous voyez ? Donc voilà, je n'ai peut-être pas répondu tout à fait à votre question. Concernant ensuite la question, si vous voulez, que vous avez posée, elle m'évoque deux choses. Encore une fois, il faut je voudrais bien vouloir excuser un peu mon état de fatigue qui fait que je ne pourrais pas faire une heure à nouveau de conférence, comme tu le craignais. Je dirais deux choses. La première, c'est que, encore une fois, dès qu'il y a du lien social qui s'établit, eh bien, si vous voulez, quelque part, ça nous donne, si ce n'est du pouvoir, pour reprendre tout à l'heure, ça nous donne de la puissance, et il y a quelque chose qui nous donne confiance dans la vie et confiance dans ce que nous faisons. Donc ça veut dire qu'il faut favoriser cela. C'est un point qui est extrêmement important. Je ne sais pas si je suis clair. Aristote, à un moment donné, pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait que les hommes se réunissent en cité ? Première réponse très simple. Eh bien parce qu'ils vont coopérer ensemble pour produire les moyens dont ils ont besoin pour satisfaire justement ce dont ils ont besoin. Il dit oui, non, ça ne suffit pas. C'est pas pour ça que les hommes se réunissent. Enfin, il dit les hommes, c'est les humains, hein, bien sûr. Bon. Enfin, on est en Grèce, hein, donc bon. Et il dit non, c'est parce que chaque homme, chaque humain a besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir exister. C'est la philia, c'est l'amitié. Et c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que et j'ai parlé de solidarité, je pourrais plus parler de fraternité. C'est-à-dire qu'il va de soi, si vous voulez, que c'est en quelque sorte cette fraternité qui permet de supporter la condition tragique de l'existence. C'est ce point qui est absolument essentiel. Et si vous n'avez pas ces possibilités de lien, et c'est là où on voit bien aussi que la modernité, c'est pas que la technique. La modernité, c'est la massification, par exemple, dans les villes. C'est, si vous voulez, l'arrachement des individus à leurs racines, à leur histoire, etc. Et c'est cela qui fragilise. C'est cela qui va produire cette désolation dont parle Hannah Arendt, qui est la condition même de l'origine des totalitarismes, le nazisme, le fascisme et le stalinisme, et qui fait que les humains ensuite, en quelque sorte, flottant dans une solitude complète, si vous voulez, ils vont accepter d'être pris en charge par un parti ou par un État qui va en quelque sorte leur donner une reconnaissance, un appareillage. C'est là où naît justement, si vous voulez, l'émergence des fascismes. C'est un point qui est important. L'autre point qui est important dans ce que vous avez dit, que j'ai entendu en tout cas, c'est que nous avons nous-mêmes notre propre contribution dans le malheur dont nous nous plaignons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire effectivement que nous dédaignons les protocoles, les programmes, les projets, etc. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, dans les modes d'emploi, pour parler simplement, une fonction anxiolytique et antidépressive. C'est-à-dire que quand on vous dit ce que vous devez faire, quand on vous dit en quelque sorte ce que vous devez exécuter, ça, quelque part, ça vous allège de l'angoisse de devoir penser. Ça vous allège de l'angoisse de la liberté. Il ne faut pas croire que les humains désirent la liberté. Ils désirent la liberté, oui, bien sûr, mais il y a une haine de liberté aussi forte que le désir de la liberté.
Et vous voyez par exemple, quelque chose de banal que je citais toujours à mes étudiants, c'est les 2 endroits les plus, n'est-ce pas, occupés l'été pendant les vacances, c'est les cabinets médicaux et les plages. Bon, les plages, ça se comprend. Mais les cabinets médicaux, pourquoi ? Parce que vous avez à ce moment-là une flambée d'hypocondrie liée à cette question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est-à-dire que la liberté, contrairement à tout ce qu'on peut penser, parfois, elle nous pèse. Et donc, il faut avoir ce courage d'affronter cette angoisse de la liberté. Il faut avoir le courage de se débarrasser de ces anxiolytiques et de ces antidépresseurs que constituent les modes d'emploi, si vous voulez, des programmes, des modes d'emploi, encore une fois, des ordres qui nous sont donnés d'une manière ou d'une autre. Il y avait une autre question que j'ai dû perdre au passage. De Fayol. Oui. Fayol, la comparaison entre Fayol et Oui. Alors moi, je pensais plutôt à Williams Morris, si vous voulez. Bien sûr, il y a Taylor. Taylor, pour moi, c'est l'horreur. Pour moi, c'est un criminel de civilisation. D'ailleurs, je pense, ça je peux le dire, puisque c'est pas, il y a un siècle, hein, donc c'est pas politique, mais je pense que le léninisme a été foutu à partir du moment où Lénine a dit « Taylor est un bienfaiteur de l'humanité ». C'est foutu, là. C'est qu'à partir de ce moment-là, il a engagé, en quelque sorte, la révolution, si vous voulez, soviétique, donc sur l'axe d'un productivisme, nécessairement, et d'une aliénation des travailleurs. À partir de ce moment-là, c'était foutu. Je préfère William Morris. William Morris, si vous voulez, c'est, on va dire, quelqu'un qui considère qu'il est possible de fabriquer à la fois du beau et de l'utile, qu'il est possible à la fois de travailler pour vendre, gagner sa vie, il gagnait bien sa vie, hein, et en même temps, il était socialiste, un peu anard sur les bords d'ailleurs, et il disait cette chose incroyable, il disait, dans un atelier, les ouvriers ne sont pas copains parce qu'ils travaillent au même endroit, mais c'est parce qu'ils sont copains qu'ils travaillent au même endroit. C'est-à-dire qu'ils basaient, si vous voulez, tout sur la relation humaine, ce qu'on va retrouver, bien sûr, chez Elton Mayo, la clinique Elton Mayo, etc. Voilà, ça revient aussi à toutes les questions. Je pense qu'il y a des possibilités. Vous savez, j'ai quelques dadas que Marie-Josée connaît bien, et un de mes dadas est de vous parler de la catacrèse. La catacrèse, vous savez pas ce que c'est. Bien ça, je travaillais avec un psychologue du travail, on a fait un bouquin ensemble là-dessus. C'est un éloge du détournement, mais ça reste très correct. C'est un détournement de signification, c'est tout. La catacrèse, c'est un trope, une figure de style. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes face à une réalité nouvelle, par exemple, un préfet à Paris, n'est-ce pas, prescrit aux Parisiens de mettre leurs ordures, n'est-ce pas, dans un récipient. On ne sait pas comment nommer ce récipient. On va le nommer du nom du préfet poubelle. C'est-à-dire les poubelles. N'est-ce pas ? On fabrique un avion. On ne sait pas comment nommer les parties latérales de l'avion. On va parler des ailes de l'avion. Là, c'est plus une métonymie, c'est une métaphore. Si vous voulez, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, n'est-ce pas, que il y a un très beau texte de Dumarsais sur la disette des mots. Il dit que le langage a toujours une disette des mots, et c'est parce que les mots nous manquent que nous pouvons justement avoir un acte créateur de faire évoluer leur signification. Et bien je crois que, je voudrais terminer un peu là-dessus, je crois que c'est un peu ça qu'on peut faire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément renverser la table, c'est d'une certaine manière faire bouger les choses, et une fois qu'elles bougent, elles continuent à bouger, et on ne peut pas faire autrement. Et donc je suis pour une catacrèse, une révolution catacrétique. Et mon copain Yves Clos, qui est donc psychologue du travail, avec qui j'avais fait ce bouquin, lui, il avait travaillé la fonction de la catacrèse dans le milieu du travail. C'est-à-dire qu'il montrait que pour que les humains supportent les conditions de travail qui souvent sont très exigeantes, stressantes, si vous voulez, percutantes, eh bien, ils vont inventer quelque chose.
Par exemple, il donnait l'exemple, ça ne va plus être le cas maintenant, mais il donnait l'exemple de conducteurs de locomotives qui sont contrôlés, si vous voulez, par des appareils pour leur état de vigilance ou pour leur état... En gros, à un moment donné, ils arrivent à mettre un crayon ou à traficoter quelque chose qui fait qu'ils échappent à la surveillance et au contrôle. Eh bien, ce geste, je ne vous dis pas qu'il faut toujours faire ça, mais ce geste-là, il montre, quand je fais ça, par exemple, là, je fais une catachèse. Parce que mon petit doigt, il n'a pas pour fonction d'aller me gratter l'oreille. Et néanmoins, je peux détourner la fonction du petit doigt pour en faire autre chose. Eh bien, détournez la fonction de ce que vous faites dans la vie et vous vous apercevrez de la puissance qui est la vôtre et que vous n'utilisez pas toujours. Alors, s'il y a une ou deux questions de plus, et après on va arrêter. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps. D'abord, je voulais vous remercier beaucoup parce que je me pose plein de questions et ça m'a aidé à comprendre aussi beaucoup de choses et à aller plus loin. Mais alors, dans ce que vous avez dit beaucoup de choses. Il y a eu un moment où j'ai un peu tiqué parce que vous disiez, alors que j'ai peut-être pas compris, hein, on réduit les équipes pas pour des raisons économiques. Et ça m'a vraiment choqué parce que je pense qu'on est dans un système du capital. On n'en a pas trop parlé. Et effectivement, on réduit les équipes pour gagner de l'argent. Voilà. Et effectivement, les conséquences, c'est que les gens deviennent à ne plus pouvoir échanger, etc. D'ailleurs, on a supprimé les grosses sociétés comme Air France, les comités d'entreprise où il y avait des syndicats très forts comme Air France, la SNCF. On a détruit toutes ces entreprises qui portaient le monde du travail à se réunir, à se battre sur des revendications et ça faisait vraiment avancer les choses. Ils ont cassé tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi le taylorisme, j'utilise le mot sans arrêt j'ai changé 3 fois ou 4 fois d'opérateur téléphonique et je me perds ma tête à téléphoner sur les numéros 1, 2, 3. Je comprends rien. Vraiment, je comprends rien du tout. Et c'est ça le taylorisme aussi. Et j'arrête pas de leur écrire en leur disant « Vous pratiquez le taylorisme ». Je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire, mais je me fais plaisir. Et par contre... après, vous avez dit autre chose qui contredisait ce que j'avais compris, c'est-à-dire la suppression des services publics, c'était pour trouver du fric. Et c'est effectivement, notre société, elle est comme ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les individus souffrent tellement au niveau du travail et ne peuvent plus échanger et développer la fraternité, parce que ça, c'est vraiment le plus beau mot pour moi qui existe. Voilà. Et puis, je sais que vous êtes fatigué et je me suis fait plaisir en vous remerciant. Y a-t-il une dernière demande de prise de parole ? Madame. Comme je suis de naturel optimiste, j'ai envie de vous rapporter une anecdote que j'ai vécue. Je donnais des formations sur les soins palliatifs dans un hôpital et évidemment, les soignants parlaient de leur souffrance au travail et vous en avez parlé beaucoup. Et un jour, il y a une infirmière qui pleurait et qui n'osait pas prendre la parole et elle a fini par accepter de nous raconter ce qui s'était passé pour elle. Quelques jours avant, elle travaillait en chirurgie. Elle était complètement débordée, elle avait encore 10 pansements à faire, et puis des patients qui remontaient du bloc et il faut leur prendre la tension, le pouls, enfin, ce qu'on appelle les constantes vitales. Et à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle a lâché tout le matériel qu'elle avait à la main, elle a tout jeté par terre et elle s'est mise à crier « Je m'en vais, c'est plus possible, on met les patients en danger, je m'en vais ». Et là, ça m'a fait penser à ce que vous évoquiez de la puissance contre le pouvoir de l'institution. En fait, la cadre infirmier du service lui a dit « Mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il y avait le chef de service qui lui a dit « Mais calmez-vous, etc. » Et ils ont pris des initiatives, ils ont demandé au bloc d'arrêter de faire monter des patients comme ça dans le service. Et elle avait honte de raconter ça. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je vous félicite. Et en fait, c'est ça, parce que souvent, on a intériorisé cette espèce de protocole et on s'y soumet, comme vous disiez. Et je crois qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a dans le sens de puissance pour justement que les choses, petit à petit, se mettent à bouger.
Alors, vos deux interventions me permettent du coup effectivement, je vous en remercie d'ailleurs, de préciser ce que je voulais dire. Hein. Bien évidemment, il va de soi que l'ubérisation de la plupart des métiers, et notamment des services publics, pour aller vite, est une réalité. Mais ce que je voulais dire simplement, si vous voulez, c'est que l'argument budgétaire est le mirage, c'est le mirage aux alouettes dans lequel on essaie de nous prendre pour nous faire nous soumettre. Pourquoi ? Je m'explique. Entendez-moi bien. Bien sûr qu'il y a, si vous voulez, des économies qui sont faites, c'est une question de fric, mais à mon avis, c'est la part émergée de l'iceberg. La part immergée de l'iceberg, c'est que si vous mettez des gens à, je dirais, effectif réduit, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que l'on leur a prescrit. Et donc, pour moi, si vous voulez, l'argument budgétaire, aujourd'hui, bien sûr, les services publics sont à l'os. On ne peut pas tellement leur lever plus, mais on continuera encore à gratter, si vous voulez. Mais c'est pas seulement, enfin, j'aurais dû le dire autrement, c'est pas seulement pour une question de fric, si vous voulez, c'est surtout pour une question de conditions sociales de travail qui fait que les professionnels ne peuvent pas faire autre chose que exécuter ce qui leur a été prescrit sans avoir la possibilité de se parler du fait qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire le travail qu'ils doivent faire. Donc pour moi, c'est un opérateur de soumission sociale. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez ? Donc c'est ça que je voudrais dire. Et effectivement, si à un moment donné, vous dites je peux pas, c'est plus possible, là, vous pouvez produire une révision de ces conditions sociales de travail. C'est le point qui est important. Pour moi, à l'heure actuelle, au niveau, si vous voulez, des métiers, la grande catastrophe, elle est là. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, la censure, elle est là. C'est-à-dire que dans notre société, la censure, elle n'est plus frontale. Elle n'est pas l'effacement, vous voyez, de quelque chose qui est interdit. Elle n'est pas du côté de l'interdit. Elle est du côté de l'empêchement. On empêche la possibilité même de penser. C'est ça, à mon avis, qui est extrêmement important. Vous voyez ? Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que, bon, prenez 68, vous avez évoqué 68, prenez 68, Le Monde fait paraître un exemplaire où ils ont été censurés, ils ont laissé les pages blanches pour montrer qu'ils ont été censurés. Et ils ont été censurés dans le contenu. Aujourd'hui, on ne censurerait pas comme ça. Il n'y aurait pas de censure. Mais on s'arrangerait pour que ça ne puisse même pas être pensé et donc même pas être produit et écrit. Et c'est là où je pense que le danger majeur, il est là. C'est-à-dire que c'est par rapport à ça que nous devons réagir. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, mais la fatigue aidant, je ne vais pas suffisamment insister là-dessus. Si vous voulez, pour moi, nous ne devons pas être des humains adaptés, parce que les animaux sont parfaitement adaptés. Nous devons être justement des humains ajustés en nécessité de créer à partir de l'indétermination. Et c'est là aussi où je trouve d'une extrême violence le mépris que nous pouvons avoir dans nos sociétés par rapport aux malades, dont vous parliez, par rapport, si vous voulez, aux enfants, par rapport aux vieillards, etc. Et là, ça veut dire que nous avons perdu ce qui constituait, si vous voulez, la spécificité de l'humain, c'est-à-dire la puissance que constitue la vulnérabilité. Pigliomirando Quattrocento écrit un très beau texte sur la dignité de l'homme. Il dit la dignité de l'homme, c'est que, contrairement aux autres espèces animales, à la naissance, il n'est pas appareillé pour survivre.
Ça a été d'ailleurs confirmé, comme vous le savez, par les biologistes, ce qu'on appelle la néoténie, hein, c'est-à-dire effectivement l'immaturité biologique de l'enfant à la naissance. C'est la théorie de Bolk. Bon. Eh bien, l'enfant à la naissance, l'espèce humaine a la plus longue enfance. C'est parce qu'elle a la plus longue enfance qu'elle a cette plasticité qui lui a permis de créer des institutions, de créer des techniques, de créer du savoir, créer du savoir-faire que n'ont pas forcément pu faire les autres espèces animales. C'est-à-dire que la vulnérabilité est la condition même de la création. Et dans notre société, je l'ai mal dit tout à l'heure par rapport au fameux petit-fils, là, mais justement, il faut être stupide pour ne pas se rendre compte que certains retards de développement constituent une avance sur d'autres étapes. Et que donc il est extrêmement important de laisser la temporalité du développement singulier, c'est extrêmement important. Et si vous voulez, il faut bien voir que nous souffrons toujours, je vais terminer peut-être là-dessus, mais nous souffrons toujours de la philosophie spencerienne. Spencer, si vous voulez, est un évolutionniste qui considère, il part de l'embryologie, que c'est la loi de la nature qui impose une sélection naturelle et permet aux meilleurs, justement, d'apparaître. Et donc sa théorie, elle va être très simple. Sa théorie, elle va être, en gros, il ne faut pas contrarier les lois de la nature et ne pas aider le débile, le malhabile, le malade, etc. Il faut une lutte de tous contre tous, et au niveau aussi bien des cellules biologiques, au niveau des individus, au niveau d'une société, au niveau d'une nation, au niveau d'une race, c'est justement la loi naturelle de la sélection qui va permettre qu'émerge le meilleur. Vous vous rendez bien compte que c'est Spencer, qui est un darwiniste social, mais ce n'est pas Darwin. Hein. Darwin n'était pas du tout comme ça. Darwin, il termine sur la nécessité d'instincts sociaux, ça n'a rien à voir. Bon, mais malheureusement, on appelait Darwin social. Bon. Bref, Spencer, donc, là-dessus, vous vous rendez bien compte qu'il va être récupéré par les nazis, puisqu'il justifie en quelque sorte l'expansion à l'est de l'espèce vitale et la domination, l'affrontement des races, n'est-ce pas, pour la domination de la race aryenne. Et n'oubliez pas que Hitler va tout faire à la fin de la guerre pour que la race allemande, n'est-ce pas, se suicide, disparaisse. Non seulement il va sacrifier sur le front de l'Est et sur d'autres fronts, il va sacrifier les soldats volontairement, mais il ne comprend pas, par exemple, je n'ai plus le nom du général qui s'est rendu, il ne comprend pas, il aurait dû se suicider avec ses hommes. Donc, si vous voulez, la thèse est simple, si on n'est pas gagnant, on doit mourir. Et il se l'applique à lui-même d'ailleurs. Et donc, vous voyez, l'idéologie hitlérienne, elle va jusque-là, elle va considérer que puisque la race allemande, le peuple allemand n'a pas gagné la guerre, il doit disparaître. Ça, on ne le dit pas souvent, mais ça y est, hein, dans les textes. Bon. Eh bien, cette théorie de la concurrence de tous contre tous, vous la retrouvez dans les années 1960-1970, qui vont devenir les années 2000 en Europe, avec les néolibéraux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la loi du marché ? La loi du marché, c'est en quelque sorte laisser faire le marché pour que le meilleur, n'est-ce pas, le meilleur de la concurrence gagne. Et que doivent devenir la différence avec les libéraux classiques, les physiocrates du XVIIIe, c'est que les néolibéraux qui s'élaborent dans les années 1930, il y a les ordo-libéraux 1930, les néolibéraux, eux, considèrent que l'État a joué un rôle. L'État ne doit pas, comme le pensaient les physiocrates, moins gouverner, mais l'État doit imposer la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un État qui, à ce moment-là, se transforme, si j'ose dire, en start-up ou en entreprise, et impose aux services publics de se penser en concurrence. Et à partir de ce moment-là, les services publics sont en concurrence entre eux.
C'est ce point qui est extrêmement important. Donc il faut bien comprendre que le principe de concurrence, il est le principe cardinal du néolibéralisme et il nous vient, vous voyez, de Spencer. Or, de mon point de vue, philosophiquement parlant, je ne fais pas de politique, philosophiquement parlant, on ne peut aller que dans le mur. Parce que ça ne peut pas marcher. Puisque justement, l'impasse sur laquelle, si vous voulez, on débouche, c'est justement l'impasse d'une vulnérabilité qui est la plasticité même, à partir de quoi on crée. Donc on va, en gros, faire de la concurrence, mais sur des produits qui, nécessairement, vont aller de plus en plus vers la standardisation. Et la publicité, ça sera, soyez enfin vous-même, en étant comme tout le monde. Mesdames, Messieurs, donc merci beaucoup de cette soirée. Encore merci de votre présence. Donc notre prochaine rencontre aura lieu à l'automne, avec une température sans doute un peu différente. Voilà, donc et merci aussi à l'équipe des rencontres d'APAME qui a organisé tout ça. Écoutez, à bientôt. Tout à l'heure, j'ai oublié de remercier Norbert de sa présence. Norbert, maire honoraire de Foix, qui nous a aussi soutenus dans l'organisation. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Et n'oubliez pas, nous avons un petit verre derrière avec de l'eau et des boissons. Et à très bientôt. Au revoir.